Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le voyage du pape François en Estonie ce mardi, retour sur les temps forts de cette journée. Nous reviendrons sur l'accord entre la Chine et le Vatican à propos de la nomination des évêques, une étape pleine d'espérance mais avec de nombreuses interrogations. Et puis un reportage sur l'inauguration du monastère de Puy-Misson vendredi dernier, un temps de fête après des années de travaux. L'une des actualités importantes du jour, c'est l'avis rendu ce matin par le Comité consultatif national d'éthique. Dans un rapport, il préconise notamment l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais pas seulement. On en parle avec le docteur Raphaël Nogier, président de Cosette et Gavroche, qui défend l'intérêt supérieur de l'enfant. Et on commence cette édition avec la journée du pape François en Estonie. C'est la dernière étape de 4 jours de visite dans les pays baltes, en Lituanie, en Lettonie, puis en Estonie. Vous avez pu suivre en direct sur KTO. Il y a quelques heures, le Saint-Père a clôturé son voyage apostolique avec la messe célébrée sur la place de la Liberté à Tallinn. Il a invité les catholiques à abandonner les espaces sécurisés pour aller à la rencontre des non-croyants. En début d'après-midi, à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Tallinn, après avoir écouté le témoignage de personnes en situation de précarité accueillies par l'Église, il a invité chacun à sortir dans les quartiers pour annoncer « Toi aussi, tu fais partie de notre famille ». Un temps fort de cette journée marqué par le témoignage d'Alexander, accueilli par les filles de la Charité. Je m'appelle Alexander. Toute ma vie a été pleine de difficultés et de tragédies. Tout dû à mon problème avec l'alcool. Il n'y avait aucune issue pour ma vie et jamais je n'ai pensé que Dieu pouvait m'aider. Même, je ne voulais même pas en entendre parler. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur m'a porté dans cette maison des Sœurs de la Charité. Et grâce à leur aide, j'ai commencé à voir un petit peu la lumière de ma vie. La lumière de l'espérance est arrivée en moi. Et puis ce matin, devant les autorités civiles, le pape François a rappelé l'histoire tourmentée de ce petit pays qui fête le centenaire de son indépendance. Il a insisté sur la culture de la mémoire, un message important à retenir au terme de ce voyage pour le cardinal Bakis, archevêque émérite de Vilnius en Lituanie. On l'écoute. Et surtout le pape nous a invités tout au début, il l'a fait pendant plusieurs fois, à nous souvenir de notre passé. Un passé qui est plein de souffrance, de lutte justement pour la liberté, la lutte pour la dignité de l'homme. Et l'expérience de notre passé devrait servir à construire le futur. Ça, c'est l'image, disons un peu le message, je dirais pas politique, mais le message social. Il a insisté sur l'âme de la nation, une âme qui aime la liberté, qui respecte la dignité de l'homme, rappelant le vieux temps où en Lituanie vivaient ensemble des populations de différentes nations, où toutes les religions vivaient dans la tolérance réciproque, etc. Voilà, et retrouvez toutes les étapes du voyage du pape François sur notre site internet www.ktotv.com. Samedi, un accord a été signé entre le Vatican et la République populaire de Chine sur la nomination des évêques chinois. Rappelons qu'actuellement, la Chine ne reconnaît que les évêques qu'elle nomme. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a souligné la grande importance de cet accord provisoire pour la vie de l'Église sur place, ainsi que le dialogue entre le Vatican et les autorités chinoises. Il reste néanmoins de nombreuses questions. Précision avec Cécilia Rançon. Après 67 ans de rupture, l'événement est historique. Le pape François reconnaît les évêques chinois qui avaient été nommés par Pékin. Un chemin de réconciliation pour les catholiques chinois. S'est réjoui samedi le secrétaire d'État du Saint-Siège. Autre fait marquant, il s'agit d'un accord pastoral qui ne remet pas en question les relations diplomatiques existantes entre le Saint-Siège et Taïwan, comme le souligne le père Cervellera, directeur d'Asia News. Avant, le gouvernement chinois toujours disait que le Vatican, s'il veut ouvrir un dialogue avec la Chine, doit rompre les relations avec Taïwan. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis cette condition. Et ça, vraiment, je pense que ça soit
un point positif pour l'accord. Pour le moment, peu d'informations filtrent sur cet accord, tenu secret. Des questions se posent donc, comme sur la nomination des évêques. On ne sait pas comment cette nomination se passera. C'est-à-dire, on pense que le gouvernement ou le conseil des évêques en Chine donnera le nom d'un candidat au pape, et le pape aura le pouvoir de dire OK ou pas, c'est-à-dire l'acceptera ou pas. Mais nous ne savons pas si le pape dit non, qu'est-ce que se passera? Autre interrogation, l'avenir des prêtres et évêques clandestins, ceux qui souhaitent rester fidèles à Rome. Cet accord ne parle pas des évêques clandestins, de la reconnaissance des évêques clandestins qui sont 36, 37 évêques non officiels, et ne dit rien des évêques emprisonnés et des prêtres qui sont emprisonnés. Donc, il semblerait que le Vatican ne considère pas cette partie de l'Église. L'accord provisoire entre le Vatican et la Chine est donc le début d'un long cheminement, mais les incertitudes demeurent, le contenu de cet accord n'étant pas encore publié. Une situation suivie de près par Monseigneur Georges Collomb, l'évêque de La Rochelle et l'ancien supérieur des missions étrangères de Paris. Et il connaît bien le contexte. Il nous livre sa réflexion. L'histoire de l'Église en Chine, c'est l'histoire d'une fidélité. Il y a de nombreux martyrs, il y a eu de nombreux quiproquos, de nombreux conflits, la querelle des rites. Plus récemment, en l'an 2000, quand il y a eu la canonisation des martyrs de Chine, il y a eu toute une campagne difficile. Ça n'a pas empêché, après, les relations de s'améliorer. Ça n'a pas empêché le gouvernement chinois d'envoyer un très beau message à Rome lors des funérailles du pape Jean-Paul II. Ça n'a pas empêché qu'il y ait l'orchestre philharmonique de Pékin qui vienne donner un concert pour le pape Benoît XVI, qu'il y ait des grands échanges culturels, vous voyez, la diplomatie culturelle. Tout ça a été initié par les prédécesseurs du pape François, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît. Donc on peut espérer que la raison l'emportera, que la sagesse l'emportera, et que les Chinois trouveront dans leurs ressources confucéennes, qu'ils retrouveront ce désir de l'harmonie qu'ils ont. C'est un intérêt pour la Chine d'avoir une église au grand jour. Et puis pour savoir comment l'accord a été reçu par la communauté chinoise de France, nous nous sommes rendus cet après-midi à la paroisse Notre-Dame de Chine, dans le 13e arrondissement de Paris, à l'issue de la messe. On écoute son curé, le père Paul Han. C'est quelque chose de très encourageant pour l'Église en Chine. Pour les chrétiens, surtout les côtés clandestins, c'est un moment peut-être difficile. Mais en même temps, comme l'invite le pape, que c'est un moment de communion. Vivre la communion, pas seulement selon ce qu'on cherche, mais la communion dans la foi. Pour approfondir le contexte de cet accord entre le Vatican et la Chine, retrouvez demain l'émission Église du Monde à 21h45. Stéphanie Dupasquier recevra le père Vermander, professeur de sciences religieuses à Shanghai. Aujourd'hui, en Allemagne, les évêques réunis en assemblée plénière ont présenté un rapport révélant des cas d'abus sexuels. Il a été demandé il y a 4 ans par l'Église à des universitaires sur la période allant de 1946 à 2014. Les premières conclusions avaient déjà fuité dans la presse il y a quelques jours et le rapport est accablant. Il révèle que 3600 enfants ont été abusés sur cette période. Pour l'association de victimes d'abus d'Allemagne, ces chiffres sont cependant encore loin de la réalité. De leur côté, les évêques du pays, par la voix du cardinal Marx, ont exprimé leur honte au nom de l'institution. Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap et Embrun, et Monseigneur Di Falco, son prédécesseur, ont réagi ensemble après un article publié dimanche dans le JDD. L'article opposait les deux hommes sur les questions de gestion du diocèse. Il était notamment reproché à Monseigneur Di Falco d'avoir laissé un déficit de 21 millions d'euros à son successeur. Sans contester l'existence d'un déficit de 700 000 euros, les deux évêques ont tenu à rectifier les affirmations erronées de l'article, regrettant qu'un journaliste ait cherché à les opposer.
Après 8 ans de travaux, le monastère de Puy-Mission, près de Béziers, a été inauguré vendredi. Après cette journée de festivités, les religieux de la famille Saint-Joseph y vivront cloîtrés. Reportage avec Ophélie Marien. Le Père, le Fils et le... Moment unique pour les moines et les moniales de la famille de Saint-Joseph. Leur nouveau monastère est béni par l'archevêque de Montpellier. C'est l'aboutissement d'un pari fou qui s'est concrétisé grâce aux dons. Je me dis, mais d'où il sort ce monastère? C'est trop beau pour être vrai, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et en nos jours, quand même, c'est pas une période facile. Et voir que des personnes ont par leur apport, par leur aide, par leur soutien, ont permis de construire ça, c'est émouvant. Et en même temps, je disais à la communauté, c'est un peu vertigineux. Si le Seigneur a permis un tel miracle, quelle responsabilité? Parce qu'on a vraiment l'impression que ce monastère est donné. C'est pas nous qui l'avons fait, il est donné. Et donc, c'est qu'il a un projet. À nous maintenant d'être fidèles et de remplir notre mission. Cette mission de prière, de rayonnement. Et donc, c'est à droite les frères et à gauche les sœurs. Plusieurs centaines de personnes sont venues partager la joie des religieux. Sœur Marguerite leur fait découvrir les salles du monastère. C'est une visite exceptionnelle. Le public ne pourra plus y entrer après la clôture définitive. C'était avant d'y rentrer. On fait partager à tout le monde parce que c'est aussi un bel endroit. Et puis ensuite, on y sera nous, mais on priera pour le monde entier. Vivre cloîtré ne signifie pas vivre hors du monde. Des colloques ou des temps de retraite sont proposés à Puy-Mission, qui est l'un des plus importants centres de pèlerinage à Saint-Joseph, en France. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Cette semaine, direction Québec avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour du Québec. Alors, j'aurais pu vous parler de l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada qui a débuté lundi à Cornwall, entre l'Ontario et le Québec. Les évêques vont discuter, entre autres, de protection des mineurs. Il y a un document, une mise à jour du protocole canadien qui sera proposé bientôt. Mais j'aimerais beaucoup vous parler d'une initiative, la messe pour les nuls, qui n'a pas été créée au Québec. Il y a eu des initiatives comme ça de vulgarisation de la liturgie catholique un peu partout dans la francophonie. Mais elle est déployée cet automne à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Québec, qui est administrée par la communauté de l'Emmanuel. Un déploiement avec beaucoup d'originalité, 3 dimanches à chaque mois de l'automne. Le premier, c'était dimanche dernier. Alors, lors de la messe familiale du matin, la messe des jeunes du soir. Alors, une attention particulière, bien sûr, pour inviter les non-habitués, ceux qui fréquentent peu ou pas du tout la liturgie catholique. Et ça a été un beau succès qui, si vous voulez le découvrir, a été transmis avec beaucoup de débrouillardise sur la page Facebook de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, en Facebook Live. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir le faire avec peu de moyens. Alors, 2 iPhones, un iPad pour pouvoir monter le tout en direct sur le Facebook Live. Alors, c'est une belle suggestion pour nous inspirer. Les messes pour les nuls ne demandent pas tant d'efforts, simplement vulgariser quelques moments de la messe, mais c'est un bien beau prétexte pour pouvoir inviter les gens que nous connaissons à redécouvrir cette liturgie catholique si belle. À bientôt. Merci Jasmin, à bientôt. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Les inquiétudes et les alertes se sont succédées aujourd'hui après l'avis publié ce matin par le Comité consultatif national d'éthique, mouvement association politique. Beaucoup s'inquiètent des préconisations faites ce matin, notamment l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Une première manifestation à l'appel de la Manif pour tous a eu lieu en début de soirée devant les locaux du CCNE. Une inquiétude que vous partagez, docteur Raphaël Nogier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de Cosette et Gavroche. Vous défendez l'intérêt supérieur de l'enfant. Une question, cet avis du CCNE sur la PMA, est-ce qui vous a étonné ? Étonné, non. Parce qu'on sait très bien que ce comité est un comité qui est aux ordres du gouvernement et dont les membres ont été nommés soit sous le gouvernement précédent, soit maintenant sous le gouvernement actuel. Donc ça ne m'étonne pas, ce sont des gens qui servent un gouvernement et non pas une éthique.
Donc, tout ce qui a été fait lors des États généraux de la bioéthique, la grande consultation... c'est du pipeau. C'est du pipeau pour vous. Ah, c'est du pipeau, c'est du grand théâtre, du cinéma. C'est quelque chose qui est théâtral, mais ces États généraux de l'enfant ont servi à lancer de la poudre aux yeux pour tout le monde, et faire croire qu'il s'agissait d'échanges, et presque d'échanges pour arriver à une conclusion impartiale. Mais on s'aperçoit que 80 ou 85% des gens qui ont participé à ces États généraux étaient contre l'extension de la PMA, et le rapport du CCNE est favorable. Alors justement, je vous propose d'écouter François Ansermet, membre du CCNE, et il argumente ce choix entendu ce matin, donc l'extension de la PMA pour toutes. On l'écoute. Cette décision tient compte du fait que cette situation existe, que des couples de femmes ou des femmes seules procréent de nos jours par des moyens particuliers qui sont leur choix, soit à l'étranger, soit par des moyens conviviaux, et qu'il faut accueillir cette nouvelle demande de procréation qui témoigne d'un monde qui change peut-être plus vite que les lois, plus vite que nos positions éthiques, plus vite que nos débats, et que face à ces changements, cette ouverture pour respecter aussi les enfants issus de ces démarches nous paraît importante. C'est un changement qui a lieu dans le monde de la procréation. Voilà, s'adapter à un monde qui change, on vient de l'entendre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est d'une pauvreté intellectuelle affligeante, ce genre d'argument. Un enfant restera toujours un enfant. Il aura toujours besoin de sa mère pour le concevoir, pour l'allaiter. Et on aura toujours besoin de son père, il aura toujours besoin de son père. Non seulement biologiquement, il a besoin de son père pour vivre, il faut bien apporter un spermatozoïde qui appartienne à quelqu'un, mais sur un plan de l'éducation, chaque enfant a besoin d'un père. Je me souviens d'une histoire qui s'est passée il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. C'était un de mes amis de classe que j'ai rencontré par hasard, par la suite, dans une réunion d'anciens élèves. Il avait perdu son père à l'âge de 15 ans. Son père était un brillant chirurgien et son père est mort brutalement. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était tous très gênés dans la classe. Et puis je l'ai revu 25 ans plus tard, donc, et il m'a parlé de son père et de sa mère, qui elle-même était décédée. Il m'a dit: ma mère était l'amour, mon père était un phare. Et il a comparé le père au phare. Et ça, c'est extraordinaire. Ça ne m'a jamais quitté comme idée. Le père, c'est quelqu'un de grand. Quelqu'un qui éclaire, quelqu'un qui fait éviter les écueils. Et même si on s'en éloigne, on le prend toujours comme point de référence. Le père, c'est vraiment quelqu'un de stable. C'est lui qui détient l'autorité, très souvent. Et élever un enfant sans père, volontairement, c'est d'une aberration totale. Alors, je souhaiterais maintenant entendre le médecin que vous êtes, parce qu'on entend beaucoup, voilà, la technique le permet, alors on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, la médecine ? C'est quoi le rôle de la médecine, justement, par rapport à la technique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, ça c'est une question vraiment très profonde. Pourquoi sommes-nous faits ? Pourquoi avons-nous fait médecine ? Est-ce que, et on entendait dernièrement le docteur de Rochambeau parler de la gynécologie et de l'avortement. Est-ce que réellement l'étudiant en médecine se lance dans des études aussi longues pour faire des choses qui sont en dehors du soin des malades? Non, pas du tout, parce que le rôle de la médecine, c'est quoi ? C'est prévenir les maladies et réparer des fonctions qui sont défaillantes. Si le cœur est défaillant, on répare le cœur. Si l'intestin a des défaillances, on va réparer l'intestin. L'organisme a des fonctions, et parfois ces fonctions sont défaillantes, il faut les réparer. Au-delà, la médecine s'égare. Et chaque fois que la médecine a voulu sortir de ses rails, elle s'est égarée. Regardez durant la Deuxième Guerre mondiale, regardez en URSS, regardez en Allemagne de l'Est. Chaque fois qu'on a demandé à la médecine de servir une idéologie, elle s'est égarée et c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, s'il y a des médecins qui m'entendent ici, je leur demande de réagir. Et ils peuvent signer le manifeste des médecins, dont on va parler tout à l'heure. Je crois c'est le temps de la médecine aujourd'hui. Alors, il y a eu les grandes manifestations de 2012-2013, où les médecins ont été mis un petit peu à l'écart. Mais aujourd'hui, c'est aux médecins de réagir en disant,
le rôle de la médecine est très particulier. Il faut que la médecine reste la médecine. Et faire une PMA pour des femmes seules ou en couple lesbien, ce n'est pas de la médecine. Et si vous me permettez de continuer, on appelle ça la procréation médicalement assistée. C'est une erreur, parce que médical, ça veut dire soigner, dans le terme médical. C'est une procréation techniquement assistée par des médecins qui désertent leur rôle fondamental. Un argumentaire qui visiblement n'a pas été entendu par l'ordre des médecins, puisqu'il y a quelques jours, on le relayait ici, eux se sont prononcés favorables à l'extension de la PMA. Alors comment vous l'expliquez justement ? Ils ne sont pas tout à fait prononcés de manière favorable, ils ont dit on n'est pas hostile. On n'est pas hostile, voilà, exactement. Alors, et chose qui est extraordinaire, c'est que le docteur Jean-Marie Farrugia, qui a présenté cela à la Chambre des députés, a dit qu'ils avaient consulté énormément de médecins pour rendre cet avis. Ça a été le cas ? Vous avez été consulté par exemple ? Pas du tout. Et j'ai reçu des centaines de lettres de confrères qui sont ulcérés par cela, parce qu'ils n'ont pas du tout été prévenus. Alors, c'est curieux, nous sommes 220 000 médecins actifs en France, 220 000, avec à peu près 48% de femmes, 52% d'hommes. Chaque fois qu'il faut payer notre cotisation au Conseil de l'Ordre, qui est à peu près de 300 ou 400 €, croyez-moi, on connaît notre adresse postale et notre adresse mail, et si on ne la paye pas en temps et en heure, on est tout de suite rappelé à l'ordre. Mais c'est très facile, ils ont toutes nos adresses électroniques. Donc c'était facile de poser la question, êtes-vous favorable pour une extension de la procréation médicalement assistée, oui ou non ? Mais ça n'a pas été fait parce qu'on sait que la majorité des médecins est hostile à l'extension de la PMA. On se souvient lors de la Manif pour tous, c'est toute une société, tout un peuple qui s'est élevé. Aujourd'hui, vous êtes à l'origine d'une pétition, mais pour les médecins. Plus que la société, c'est les médecins pour vous aujourd'hui qui doivent s'élever ? Oui, c'est un temps médical. Avant, c'était un temps populaire. Aujourd'hui, c'est un temps médical. Il faut que les médecins s'élèvent et donnent une légitimité à de futures manifestations. J'ai lancé un manifeste en 6 points, qui est très simple, qui a été corrigé par un chirurgien, un cardiologue et une femme qui est médecin généraliste, et qui rappelle le rôle de la médecine. Ce manifeste a été signé par 1800 médecins, ce qui est colossal, ce qui est énorme, on n'avait jamais vu ça. 100 médecins gynécologues, 80 psychiatres, 80 pédiatres, 750 médecins généralistes, plus des médecins scolaires, des autres médecins de toute spécialité, et qui rappellent le rôle de la médecine en disant « stop ». Nous ne voulons pas avoir une procréation médicalement assistée pour les femmes seules et en couple lesbien. Alors sur les autres préconisations du CCNE, il y a l'élargissement du droit de conserver des ovocytes. Il y a 18 mois d'ailleurs, le CCNE était contre. Là encore, c'est pas de la médecine pour vous ? Mais non, c'est pas de la médecine, c'est du commerce. Vous savez, ce qui se profile à l'horizon, c'est simplement un commerce des gamètes, ovocytes et spermatozoïdes, et un commerce du corps. En fin de compte, les homosexuels ont été totalement instrumentalisés depuis quelques années. On les a poussés à demander une égalité. Cette égalité débouche sur ce que dit le Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire la possibilité d'inséminer avec sperme de donneur les femmes seules ou en couple lesbien. Donc ça fait des clients en plus pour certaines industries pharmaceutiques. Et à partir du moment où ces gens-là obtiendront ce droit, pourquoi un couple qui n'a pas de difficulté, un couple hétérosexuel, ne demanderait-il pas d'avoir ses gamètes analysés et une fécondation in vitro pour choisir ses embryons ? Et on y court droit. On y va droit avec un Eldorado financier extraordinaire, puisqu'on imagine que c'est plus de 2 milliards d'euros dans les 3 ou 4 prochaines années qui seront impliqués pour cela. Quand le CCNE dit la GPA, surtout pas, vous n'y croyez pas donc ? Mais non, mais c'est des galéjades. Lorsqu'il y a eu le Pacs, on nous a dit il n'y aura pas le mariage. Quand il y a eu le mariage pour tous, on a dit il n'y aura pas la PMA. Aujourd'hui, on dit il n'y aura pas la GPA. Mais de toute manière, que ça soit la PMA ou la GPA, c'est exactement la même chose. Les moyens sont différents. Dans le premier, dans la PMA, on fabrique des orphelins de père, et dans la GPA, on fabrique des orphelins de mère. C'est exactement la même chose. Face à ce boulevard, comment est-ce que vous mobilisez, vous, aujourd'hui ?
Eh bien, je crois qu'il faut beaucoup d'informations parce que les gens ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Le français moyen, sous prétexte que ça s'appelle procréation médicalement assistée, fait plutôt confiance en disant, puisque c'est médical, c'est quelque chose de bien. Mais vous voyez comme quoi les mots peuvent induire des raisonnements qui sont faux. Mais je crois qu'il faut faire un effort de pédagogie en expliquant simplement qu'on est en train de prendre l'enfant pour une chose. Vous savez, il y a les chiens d'aveugles. Alors quand quelqu'un a des difficultés pour voir, on prend un chien. Là, il y a des femmes qui ont des difficultés dans leur vie, dans leur existence, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont en couple lesbien, parce qu'elles sont fragiles. Alors il faut un enfant. Mais l'enfant remède à la solitude, c'est inacceptable. Merci beaucoup, docteur Raphaël Nogier, d'avoir partagé votre point de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.